Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une vidéo React. On va aller directement chez Tanguy de Bangui, Black Network, avec son podcast Kalimandjaro. Il a un invité d'honneur, Investir au pays, Philippe Simo, qui est un YouTuber avec plus d'1 million d'abonnés, entrepreneur également. Ils ont parlé de pas mal de choses dans le podcast, mais je vais m'attarder sur 2 points, notamment le premier sur la résidence principale. Donc il a un avis assez tranché là-dessus, je ne suis pas forcément d'accord, et puis on va en discuter là, direct. Je mets la vidéo et on commente. C'est parti. Un loyer à payer parce que je suis pas propriétaire de ma maison. Je construis Ah, la maison, mais je évident. suis pas propriétaire de ma maison. C'est un choix, ça? Bien sûr que c'est un choix. Ah ouais? Ouais, Parce qu'on a eu une discussion avec les gars de DKO ici. Ils me ouais. disaient, eux, ils font de la formation en intelligence financière. Et ils me disaient, non, t'achètes pas d'appart pour y vivre. Et donc, les dépend. gens comme toi aussi, ils achètent pas Non, ça d'appart dépend, pour y ça vivre. dépend. Moi, j'ai un ratio. Il y a des calculs à faire. Ok. Mais si tu vas pas vivre quelque part au moins 6 ans, n'achète pas. Ok. 6-7 ans. Si tu vas pas faire au moins 6-7 ans, n'achète pas. Ok, donc on va s'arrêter là-dessus. Son avis, c'est qu'il ne faut pas rester. Si tu comptes devenir propriétaire pour ta résidence principale, je précise, il faut rester 6-7 ans. J'ai envie de dire oui pour 90% des gens, mais l'idée, voilà, on est sur ma chaîne quand même, c'est d'être dans l'élite, hein, faut se le dire. Non, mais plus sérieusement, on va dire dans les 10% qui font des choix autrement, on va dire. Pourquoi il dit qu'il faut forcément rester 6 ou 7 ans? Il faut savoir que, de manière générale, lorsque les gens achètent une résidence principale, ils l'achètent avec un état d'esprit de coup de cœur. Ils achètent en coup de cœur. Ils achètent parce qu'ils ont les capacités de le faire. Ils vont aller voir la banque. On leur dit que voilà, vous connaissez les conditions, c'est 35%. Ils vont se mettre généralement au maximum de leur taux d'endettement. Et s'ils peuvent acheter la maison, ils ont un coup de cœur, ils vont y aller. L'endroit leur plaît, ils y vont. Sachez que dans la majorité des cas, moi je discute quand même avec pas mal de gens, et c'est vrai que beaucoup de gens ne vont pas faire attention à certaines choses quand ils achètent. Il y a la maison, à l'intérieur, le quartier, ok. Mais dans la vie, on ne sait jamais. Il faut acheter la résidence principale avec un état d'esprit d'entrepreneur, avec une vision qui va plus loin. Je m'explique. Le coup de cœur, ça remplit pas le frigo et ça ne présage pas forcément un futur radieux. Je m'explique encore une fois. Dans la vie, de manière générale, surtout aujourd'hui, on peut changer de vie. Quand je dis changer de vie, c'est changer de pays. On peut changer de travail. On peut se séparer. Et euh, lorsqu'on fait un achat immobilier, il faut pouvoir se dire, bah voilà, moi si je veux, voilà, il se passe ces choses-là que j'ai citées, je peux partir tranquille, sans perdre d'argent. Donc, la différence entre un mauvais achat et un bon achat, en tout cas sur le plan économique, hein, je ne parle pas d'autre chose, c'est un bon achat, c'est principalement 2 choses. C'est acheter en dessous du prix du marché, donc le coût en dessous du prix du marché, et une bonne géolocalisation où tu sais que tu vas pouvoir revendre rapidement et facilement. Moi, je connais des gens autour de moi qui ont fait des bons choix, mais aussi des mauvais choix. Et dans le cas où ils ont fait des choix, on va dire, coup de cœur, ces gens-là, n'ont pas forcément pensé à combien ça peut se revendre si, je ne sais pas, dans 2 ans, il se passe ce que je viens de dire. S'il y a une séparation, si on veut changer de vie, si on doit prendre plus grand ou moins grand. Ils ne se sont pas profondément posé ces questions-là. C'est beau, c'est neuf, c'est nickel, on y va, on peut se le permettre, on y va. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et pour faire un parallèle notamment avec la jeunesse, je ne sais pas quel âge tu as si tu me regardes, mais on va dire les moins de 30 ans. Aujourd'hui, les moins de 30 ans, ils sont plus à la recherche de sens, ils sont plus à la recherche de développement personnel. Euh, J'aime pas trop dire ça, mais la loyauté, comparée à des générations d'avant, elle est moins présente, surtout sur le plan, au niveau du travail, hein, je parle. Même sur le plan perso, mais bon, j'ai pas envie d'aller sur le, sur le sujet. Eux, c'est voilà, ça me plaît plus trop, je me barre. Je me barre. Les opportunités pro et perso sont bien plus nombreuses. Le modèle très traditionnel, ça recule de plus en plus. Donc, pour ces profils-là, et même pour d'autres, ils ne peuvent pas se dire je vais rester dans un endroit forcément 6 ou 7 ans. Non, ils doivent être flexibles, se dire si dans 2 ans, dans 3 ans, voilà, il se passe des choses, je peux bifurquer sans perdre d'argent. On va voir ce qu'il dit par la suite, s'il y a autre chose qu'il développe. On va voir ce qu'il raconte. Hop, hop, hop. Non, c'est pas là, c'est là. Sois locataire. Quand t'es parti à Abidjan, c'est pas pour rester là-bas? Non, je ne pourrais pas faire 6-7 ans à Abidjan. Ok, Pas d'accord. du tout. C'est quoi, tu retournais à Douala? Yes. Ah, Si, parce je vais faire mon usine. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais pas loin de l'usine, quand même. Ouais, non, Faut pas déconner. ça n'a pas de sens. Tu peux passer à distance. Ça n'a pas Là. de sens. Ouais, donc voilà, l'idée c'est celle-là.
L'idée, c'est que, bon, faire partie des 10% des gens qui achètent de l'immobilier de manière intelligente. Je vais prendre un exemple. Tu achètes un bien à 200 000 euros, tu as des frais de notaire en France à peu près de 7-8%, si tu achètes dans l'ancien. Dans le neuf, c'est un peu plus bas. Mais partons du principe que c'est dans l'ancien, tu mets les frais de dossier, les frais de garantie, les travaux, voilà, tous ces petits frais-là en disant que ça te fait 250 000 euros. Donc ça te fait 250 000 euros de coût d'acquisition. Un bon achat, c'est si je veux revendre dans 2 semaines, je ne perds pas d'argent. Je ne perds pas d'argent en vendant au prix moyen du mètre carré de la ville, sans essayer d'aller chercher des prix de vente très hauts. Je m'y retrouve. Encore mieux, je fais des plus-values. J'ai un frère à moi qui, il y a peut-être 5-6 ans, qui avait pris un appartement. Il n'est pas resté très longtemps, il est peut-être resté 3 ans là-bas. Ouais, quelque chose comme ça. Il a revendu parce qu'il voulait plus grand. Bah, il a récupéré 20 000, 30 000 euros. Non, 30 000 euros même. 30 000 euros. C'est pas mal. Ça, c'est des bons achats. Bien réfléchis. Pas trop d'émotions. On voit plus loin. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Et c'est comme ça qu'il faut acheter. En tout cas, à mon sens, sa résidence principale. C'est plus dans cet état d'esprit de j'achète, je négocie bien. D'abord, négocie bien. Je fais en sorte que mon coût d'acquisition, une fois les travaux terminés, on soit dans un prix très concurrentiel par rapport au marché, par rapport à ce qu'il y a autour dans la ville, dans le quartier, dans la rue. Et ça, c'est super important. Et moi, aujourd'hui, c'est des choses que j'apprends à les personnes que j'accompagne, que je fais moi-même encore aujourd'hui. Et si tu as besoin d'en savoir plus sur comment faire pour bien négocier des biens, etc., j'ai fait un e-book, c'est gratuit. Hein. Tu vas dans la barre de description, je l'ai mis. Et tu cliques et tu verras qu'on peut faire ce type d'opération. On n'est pas obligé de rester forcément 6-7 ans, même pour sa résidence principale, à partir du moment où on a fait des bons achats dès le départ. Alors, on va voir sur l'autre sujet, de quoi il parlait. C'était à 2 minutes, ouais, je crois que c'est vers là. Donc, Tanguy lui pose la question, si tu devais repartir de zéro, qu'est-ce que tu ferais? Et du coup, il répond. Je referais probablement les mêmes choses, mais plus vite. La première chose que je ferais, c'est que je me constituerais une épargne. La première chose, c'est que je trouverais un boulot. Il faut commencer par les fondamentaux. Je trouverais un boulot, gagnerais un salaire, je me mettrais une épargne de côté. D'ailleurs, souvent, je peux avoir... c'est des gens qui posent cette question-là. Qu'est-ce que tu referais? Moi, je pars du principe que même s'il y a du salariat bashing, trouver un emploi en CDI pour démarrer, à mes yeux, c'est le bon plan. Parce qu'on peut faire plein de choses. Après, une fois que tu as ton CDI, tu peux investir, tu peux faire des choses, tu peux tester. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Donc l'idée de sauter tout de suite dans le ravin, tenter l'entrepreneuriat, oui, c'est possible, il y en a, ça arrive, mais de manière générale, faisons les choses étape par étape. Salariat, voilà. Tu fais tes choses à côté, tu avances petit à petit. On continue. Je mettrais une épargne de côté. Par contre, avec cette épargne-là, là où je vais le placer, ça va être vraiment. On va faire des leviers beaucoup plus rapidement. Comme dans quoi? Dans l'immobilier. Mais l'immobilier, bon, faut par exemple, cash, quoi. Mais... Non. Par exemple, un truc très simple que je fais. C'est marrant, les gens, il y a des gens, quand tu leur parles d'immobilier et qui ne sont pas forcément dedans, tout de suite, immobilier, c'est forcément, soit tu construis, soit tu vas acheter un appartement que tu vas mettre en location à l'année. Basta. Tu vas faire ton 3, 4, 5, 6%, allez, 8% net si tu veux, pour les meilleurs. Et c'est ça l'immobilier. Mais il y a plein de techniques. C'est même pas des techniques, c'est des types d'exploitation qui sont bien plus efficaces, bien plus rentables. Et d'ailleurs, il va en parler. Il va en parler là tout de suite. Je fais aussi à Abidjan. Parce que moi, j'ai deux types de business. Les gens confondent souvent. J'ai des business pour maintenir le rythme de vie. Par exemple, quand je suis en Côte d'Ivoire, on fait par exemple du Airbnb. Ouais. Mais dans le Airbnb, je ne suis pas propriétaire de tous les appartements. C'est vrai, ouais. Et quand tu n'es pas propriétaire d'un appartement, tu n'as pas besoin de beaucoup de sommes. Tu as besoin de savoir comment rédiger un bon contrat. Tu as besoin de savoir comment faire une annonce qui se démarque. Tu as besoin de savoir la bonne politique de pricing, comment bien gérer tes clients, comment être bien noté. Moi, j'ai des appartements qui me rapportent par mois net dans ma poche 1 200 euros. Un appart. Un appart. Et j'ai des élèves que j'ai formés qui ont des appartements qui rapportent 1 000, 1 200, 1 300 euros. Un appart à Abidjan. Donc, quand je dis que les formations qu'on fait, ça change vraiment des vies, c'est ça. Cette année, par exemple, à Back to Africa, je donne une masterclass, c'est moi qui la donne, sur la location saisonnière, parce que je me rends compte que les gens ne réalisent pas ce que tu peux faire
avec 5 000 euros. Mm. La fille dont je parle là, il y a sa vidéo, parce qu'elle est une de nos nominées cette année-ci. Mhm. L'appartement dont on parlait, elle a lancé en 3 mois. Le premier mois, il a gagné 2 900 euros là-dessus. De bénéfices. Oh, non, 2 900 euros de chiffre d'affaires. Mais qu'est-ce que tu as comme bénéfice? Elle paye un loyer de 400 balles. Tu fais 2 900 euros. C'est pas à Paris que tu vas faire ça. Vous voyez la tête là qu'il fait? Est-ce que tu vois la tête là qu'il fait là quand il donne le chiffre? Quand il donne ces chiffres de 2400 euros. Mais ça, c'est la norme. En tout cas, que ce soit de mon côté ou des gens qu'on accompagne ou qu'on forme, il n'y a rien de surprenant, même en France. Parce qu'elle avait parlé d'Abidjan, mais le principe reste le même. Des T2 ou des T3 en région parisienne ou en province, quand les choses sont bien faites, pour récupérer 2000, 2500 euros de chiffre d'affaires, c'est normal. Il n'y a rien d'impressionnant. Alors oui, le loyer, il n'est pas à 400 euros comme il le dit à Abidjan. Parce que je crois qu'il le dit, ouais. Ah. Le maire à la voix te dit donne-moi ma. Et ça, c'est le truc que les gens ne voient pas. C'est-à-dire que Hmm. Ouais, c'est ça. 400 euros là-bas. Bon, en certaines provinces, tu peux, mais on va dire que de manière générale, en région parisienne, ou en province, tu vas payer un T2, T3 peut-être à 800. Ouais, j'en ai un. Ouais, 800, entre 800 et 850 euros peut-être, oui. Ok. Mais la marge, elle est quand même là. Pour un business qui, s'il est bien fait, regarde le ratio énergie, temps, rentabilité. C'est toujours de cette manière-là que j'analyse un projet ou une rentabilité. Parce que la rentabilité, pour moi, c'est les gens vont parler que des chiffres, mais moi, c'est énergie, temps, rendement qui est compris dedans. Dans la sous-location professionnelle, au départ, tu vas mettre un petit peu de temps, ok, pour aménager, etc., pour convaincre un propriétaire, ok. Mais une fois que c'est mis en place, concrètement, le temps que tu y passes, si tu délègues intelligemment à un prestataire de service. Attention, je dissocie conciergerie et prestataire de service. C'est pas la même chose. Bah, le temps que tu vas y consacrer, il n'est pas énorme. Hein. Et il n'est pas énorme versus le rendement derrière. Franchement, franchement, c'est puissant. Et ce que j'aime bien avec la sous-location professionnelle, c'est qu'il y a quand même une barrière à l'entrée qui est suffisante et qui permet de ne pas faire rentrer tout le monde n'importe comment. À l'inverse de la conciergerie où la mise de départ est beaucoup plus basse et donc il y a beaucoup de gens qui font cette activité-là. Mais quand il y a trop de concurrence, trop de gens, ça peut créer un boulevard. La sous-location, il y a quand même cette barrière qui est suffisante, mais accessible pour les personnes qui ont un petit peu d'épargne pour se lancer. Et si tu souhaites prendre des risques, voilà, mesurés, franchement, c'est une activité, c'est un business qui est rapide, qui est flexible, qui est scalable. Même lui, il connaît. Il sait très bien comment ça fonctionne. des appartements comme ça, il y en a plein que tu peux faire. Bien sûr, Donc, c'est pour ça que je te dis, il y en a plein. je vais aller beaucoup Ouais. plus vite. Et quand je dis immobilier, tu vois, tu pensais à la construction. Non, non, Oui, non, c'est pour non. ça. Bah tout oui. est- Il y a de l'immobilier que tu peux faire sans être propriétaire. Moi, je te dis, je fais ça parce que je veux que ce soit un asset pour du financement après. Hein. C'est pour ça que je fais ça. C'est pas pour. Parce que je veux que ce soit un asset qui me permet d'aller chercher de grosses sommes pour aller Le construire. Airbnb? Non. Non, l'immeuble. Ah ouais, l'immeuble, oui, pas l'Airbnb. L'Airbnb, Non, non. tu fais ça pourquoi alors? Mais pour vivre. Mais tout ce que tu as là. J'ai les charges. On fait ça pourquoi? Mais je crois que Tommy, il n'est pas au courant qu'il y a des gens qui font des dizaines et des dizaines de milliers d'euros par mois avec la location courte durée. Je crois qu'il n'est pas au courant. Et il l'a bien dit plus tôt. Il a dit j'ai des business, je ne sais plus pourquoi, et des business pour vivre. Moi, bref, il a segmenté. Il n'y a pas de petit argent ou de petite activité. La vie, ça bouge. Hein. Ça bouge. C'est important d'avoir plusieurs sources de revenus. On ne sait jamais. Non, j'ai des charges. L'époque où je vivais à 250 euros par mois, C'est fini. c'est fini ça. Maintenant, j'ai des nounous à payer, j'ai des chauffeurs à payer, j'ai un loyer. Ouais, bon, après, il raconte un petit peu son train de vie là-bas. Mais voilà. En tout cas, pour en revenir au premier sujet, résidence principale, 6-7 ans. Pas forcément. À partir du moment où c'est très bien acheté, où tu as réussi à bien acheter. Et si tu ne sais pas comment faire, va en barre de description, je te donne un e-book gratuit qui parle de cela. Et honnêtement, si tu fais bien les choses, tu peux prendre une résidence principale avec stratégie. Hein. N'oublie pas, prix du marché raisonné, un coût d'achat qui est dans la moyenne. Et tu peux t'en sortir. Et dans ce cas-là, si tu as envie de revendre peut-être ton bien au bout de 2 ans ou 3 ans, tu ne perds pas des plumes et tu peux repartir sur autre chose. Tu n'es pas obligé d'attendre 6-7 ans, comme il le conseille investir au pays. Voilà pour ce petit react. Je ne sais pas si ça t'a plu. Dis-moi si ça te plaît, ce genre de format. Il n'y a pas de montage. J'essaie d'apporter mon avis sur le sujet. N'hésite pas en tout cas à me dire ce que tu en pensais, si tu es d'accord ou pas avec moi. Et si tu as des suggestions pour que je puisse réagir sur d'autres vidéos, n'hésite pas. Je te dis à la prochaine. Ciao.